Salut à tous et bienvenue dans cette émission Bilan 2021. Émission Bilan à mi-saison. Et oui, avec qui? Avec Jean-Charles Debono qui est là. Il est là. Salut là, Yann. Jean-Charles. Il est là. Ça va, Jean-Charles? Ça va, merci. Ouais. Ouais, T'as bien réveillonné? Oui. ouais, ça va. Ça se sentait un peu le faux, ça. C'est tout ça parce que cette émission est enregistrée. C'est ça, hein? Ouais. T'as bien réveillonné, toi, ou pas? L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Mais oui, c'est ça. Et oui, Mourad Hart est avec nous aussi. Il a eu le temps de venir entre le réveillon et le jour de l'an. Voilà, c'est ça. En pleine, en pleine festivité. Ouais, festivité. Ouais, c'est sûr. Certainement. Oui. Très certainement. La voix est avec nous aussi. Et oui, bonjour. Bonjour à tous. Ah ouais. Pas de message dans le chat aujourd'hui, mais vous pouvez laisser des commentaires et mettre des likes, c'est toujours ça. Et oui, et nous sommes toujours dans... Ah non, peut-être que d'ici là, on aura déjà cassé les 60K. Mais si c'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un accident quelque part. Des votes n'ont pas été comptabilisés, peut-être, par YouTube. Donc c'est maintenant, faut y aller. Il reste 4-5 jours avant 2022, là. On doit être le 25, le 26 peut-être. On ne sait pas. Le 27 peut-être même pour les retardataires. Mais voilà, les 60K, on y est. Mettez des likes, bien sûr. On vous l'a dit déjà. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Bilan mi-saison. Et on va commencer par quoi? On va commencer par avoir votre sentiment sur justement cette première partie de saison du côté de l'Olympique de Marseille. Globalement, Jean-Charles, qu'est-ce que tu retiens, toi? Mais écoute, moi je suis assez satisfait déjà par le classement. Oui. C'est important que de savoir que l'Olympique de Marseille est capable. Non, qu'est-ce qui te fait rire? Parce que je me suis dit, peut-être qu'il va te donner le classement et que ce sera pas le bon, parce qu'on enregistre juste avant le dernier match de la saison. On est bien positionné et que ça peut servir pour la suite du championnat et peut-être pour nous donner une place qualificative pour la Ligue des Champions en fin de saison. Après, au niveau du jeu, on peut dire qu'on a vu du bon et du moins bon. Du bon en début de saison, du moins bon une seconde partie. Et puis cette dernière partie où l'OM a recommencé à gagner quelques matchs, même si le jeu n'était pas flamboyant, mais on a vu des phases de jeu assez intéressantes qui nous a permis aussi d'espérer pour cette deuxième partie. Maintenant, les joueurs se connaissent beaucoup mieux, il y en a qui se sont bien adaptés, d'autres un petit peu moins, on en reparlera. Mais voilà, oui, je pense que Sampaoli a commencé à mettre sa patte. Les joueurs commencent aussi à assimiler ce que ressent Sampaoli et ce qu'il leur demande. Oui. Et aujourd'hui, ça donne plus de satisfaction, notamment l'image de Payet, qui depuis le début de saison est un joueur clé de cette équipe-là, un joueur qui fait tourner la machine en fait. Je pense que sans Payet c'est autre chose, et avec c'est tout autre OM. Donc voilà, il y a beaucoup de satisfaction. Je reste assez satisfait, même si j'avais eu quelques doutes en début de saison, en changeant quasiment 11 joueurs, que ça n'allait pas être évident. Je pense que l'association... la climatisation, ouais, c'est ça. L'acclimatation. L'acclimatation, pardon, de des joueurs qui sont arrivés de l'étranger et ceux qui étaient en France ont pu s'adapter assez rapidement, ce qui a permis d'avoir des résultats assez convenants. Donc plutôt positif. Convenables. Tu restes positif sur une première partie de saison. Mourad. Bon, moi je suis un brin mitigé, mais loin d'être pessimiste. Je pense que l'impression que me laisse cette demi-partie de saison de l'Olympique de Marseille, c'est une équipe en construction, avec une idée de jeu claire, qui n'est pas forcément celle qu'on pensait avoir ou celle qu'on fantasmait, parce qu'il y avait beaucoup de clichés autour de Sampaoli. Or, on voit que finalement, il est beaucoup plus proche de Juan Maldini, dont on avait déjà parlé ici, avec Samir Nasri aussi, que de Marcelo Bielsa. Donc, je pense que c'était un peu une chose on a vraiment eu la confirmation de ça, qu'on n'est pas dans une saison Bielsa 2, on est dans autre chose. Et il y a peut-être eu à un moment une déception parce qu'il n'y avait pas cet enthousiasme qu'on attendait. Mais
on construit quelque chose et c'est assez clair ce qu'on veut construire. Donc déjà, c'est bien parce que sportivement, c'est assez moderne, ce qui demande à ses joueurs. C'est pas toujours le feu au stade, ça peut être parfois ennuyeux, mais c'est moderne et on voit où ça veut aller. Et Juan Malilo, il est notamment à City aussi, il est une très grande influence de Guardiola. Et on a aussi dit par moments que le Manchester City de Guardiola était ennuyeux. Et par contre, quand ça tourne, c'est très très divertissant. Oui. Donc peut-être que là c'est un peu ennuyeux, qu'on est vraiment dans une équipe d'un disciple de Juan Malilo plus que d'une équipe d'un disciple de Marcelo Bielsa, et que si ça commence à vraiment bien être construit, parce qu'on voit qu'il y a eu des contretemps, tout ça, il a fallu remettre certaines choses en place. Si c'est vraiment bien établi, peut-être que ça peut devenir divertissant. Pour le moment, c'est des bons résultats, mais un peu ennuyeux. Oui, enfin ça l'a été divertissant. Peut-être que ça l'a été moins. Donc après, en fait, ça a été divertissant sur le mois d'août, début septembre. Ensuite, ça a plongé un petit peu. Mais c'est peut-être aussi une question de... T'es dans la construction, en fait, t'es dans la construction, et c'est quelque chose que Sampaoli répète souvent. On est là, on a une idée de la manière dont on doit construire cette équipe, etc. Et tu vois que c'est pas encore... C'est pas la fin des travaux, quoi. On est encore en pleine construction et il va falloir un petit peu de temps pour que ça se termine. Mais aussi peut-être en construction d'effectifs. Aussi en construction d'effectifs, parce qu'on a un effectif très jeune. Parce que moi, sur le jeu, je trouve que le jeu est plutôt assez bien assimilé par cette équipe-là. Sur les bases arrières, mais au niveau de la création d'occasions et au niveau de la finition surtout, depuis quelques mois, c'est assez compliqué. Oui. On a vu un moment où les joueurs avaient un petit peu peur dans la dernière passe, etc. On manquait de solutions pour arriver dans la surface de réparation. Il n'y a pas du talent devant aussi. D'ailleurs, je vous renvoie vers Arek Milik. Franchement, Metz, ils ont 3 fois mieux que Milik, Payet et Gerson devant. Bien sûr. Bon, Milik, c'est un autre débat, parce que moi je suis complètement... parce que la solution, moi ça m'énerve un petit peu quand la solution à tout c'est viens on achète. Non. Tu construis. On parle de construction, donc quand tu construis quelque chose, tu dois arriver à un produit fini. C'est quand tu as sur les côtés, par exemple, 2 très jeunes joueurs, tu peux pas leur demander d'être ultra efficaces s'ils sont en post-formation, tu vois. Luis Enrique et machin, c'est pas eux qui vont... Cengiz Under, il a été bon en plus. Il sort de la Roma. Il a 26 ans. Oui. Non, mais c'est pour ça que c'est toujours en recherche, en fait. Oui, je pense qu'il manque quelques éléments. La recherche de la meilleure efficacité offensive. Parce que par moment, comme disait Morad, c'est vrai que cette équipe est en déséquilibre, en fait. Par moment, ça peut être très bon derrière, ça peut être assez bon au milieu, et pas trop bon devant. Alors, par moment, ça peut être bon devant, au milieu, un peu moins bon, et c'est jamais le 100%. En fait. Et devant, c'est le plus dur. C'est pour ça que c'est la recherche. Oui, mais... Moi, quand je dis il manque un peu de talent, évidemment, moi je suis le premier à dire, mais comment on peut vouloir jouer sans Milik ? C'est un autre débat, on ne va pas le faire là. Mais l'efficacité... Tout le monde recherche des joueurs efficaces devant le but, sur la dernière passe. Tout le monde les veut, ces joueurs. Milik et Payet, en Ligue 1, tu n'as pas beaucoup mieux que ça. Carrément. Dans la dernière passe. Mais comme le dit Jean-Charles, là maintenant, on a un petit peu, un déficit en attaque. Parce que, et comme tu l'as dit, c'est là où c'est le plus difficile, créer des occasions, parvenir à trouver des espaces. Surtout que ce qui se passe depuis quelques mois, c'est que les équipes sont très très regroupées. Et toutes les équipes qui sont venues au Vélodrome ont dit, donc on se regroupe, donc tu as très peu d'espace, donc il faut faire preuve d'ingéniosité pour justement se créer des occasions, et quand tu as ces occasions, ne surtout pas les rater, et peut-être que tu vas réussir, parce que les équipes qui jouent contre le Manchester City de Guardiola depuis des années, elles sont aussi très très regroupées, et pourtant, je me souviens tu vois, il y a des matchs, Manchester City-Leeds par exemple, où Manchester City se procure une occasion toutes les 3 minutes, toutes les 4 minutes, toutes les 5 minutes. Donc ça peut aussi venir. Donc en fait, pour ça devrait être l'idéal. Je pense que c'est l'idéal qu'essaye de construire Sampaoli, une équipe qui est dominatrice, qui a le ballon et qui se procure beaucoup d'occasions. Sauf que là, pour le moment, on a une équipe qui a le ballon, qui ne concède pas beaucoup. Il faut quand même en parler parce qu'on a l'une des meilleures défenses de Ligue 1 avant ce match de Reims, mais qui ne se procure pas suffisamment d'actions depuis quelques mois. En début de saison, c'était très bien. Donc on est dans la construction. Donc c'est pour ça que moi je suis curieux de voir la suite. Je suis curieux de voir si on peut réussir à justement arriver à avoir le truc parfait, quoi. Le truc parfait, et ça se voit, ça s'est vu notamment les 5 premiers mois. Depuis le mois d'août, c'est que l'équipe de Sampaoli
il n'a pas sorti son équipe type. Si tu l'as l'équipe type. Non, mais regarde, il n'y a jamais 2-3 matchs d'affilée avec les mêmes 11 de départ. Mais si, pratiquement. Parce que regarde, l'équipe type, c'est Paul Lopez. Fait beaucoup tourner quand même. Paul Lopez, bien sûr, mais c'est bien, non, c'est Paul Lopez, Saliba, Luan Pérez, un troisième central, en fonction de qui réussit. Rongier, Camara, Guendouzi. Payet, Under, et après, tu as Milik, il va peut-être m'en manquer un, mais grosso modo, 80-90% des titulaires, on les connaît. Ensuite, tu vas... les connaît, mais ils ne sont pas tout le temps associés ensemble. Bah si, la défense à 3 quand même. Il y a Gerson aussi qui rentre maintenant dans le lot. Bon, ça tourne à 14-15, quoi. Ouais, mais voilà, mais des joueurs comme comme ceux que je viens de citer, tu vois, Rongier, Camara, Saliba, Luan Pérez, Paul Lopez, ils ont maintenant quand même des automatismes, même Guendouzi. Non, les automatismes, je suis d'accord avec toi. Qui m'interpelle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours à la recherche d'au moins 2-3 postes spécifiques dans sa compo. C'est-à-dire où il a des problèmes d'attaquant côté droit ou côté gauche, ou axial, ou un faux numéro 9 Payet, avec maintenant Gerson, tu vois, c'est pas bien défini. À partir du moment où tu as la totale confiance de ton groupe, je pense qu'il a la confiance, mais la totale confiance et efficacité de ton groupe en ayant trouvé un 11 de départ à un joueur près sur 5-6 matchs d'affilée, après ça va être une équipe qui va trouver un rythme de croisière impressionnant, un genre de rouleau compresseur, parce que cette équipe-là, que tu le veuilles ou non, elle a quand même de la puissance, elle a quand même un impact sur l'adversaire. Qu'on le veuille ou non, c'est une équipe qui attaque souvent, c'est une équipe qui court beaucoup, c'est une équipe qui se dépasse beaucoup, sur les côtés notamment. Donc, quand tu vas avoir trouvé tous ces automatismes, avec ton 11 de départ, je pense que Sampaoli, même lui, il sera beaucoup moins agité sur son banc de touche. Parce qu'il sera rassuré. Mais moi, je pense pas que c'est un problème avec les joueurs, c'est un problème dans les. Il n'a pas de problème avec les joueurs. Il a un problème de schéma et de poste bien précis pour qu'il soit en fait efficace à 100%. Mais c'est parce qu'il cherche des nouvelles solutions, mais parce que sinon, dans l'ensemble. Guendouzi, il sait où il joue, Camara, il sait où il joue, Rongier, il sait où il joue, les trois centraux, ils savent comment ils doivent jouer avec Luan Pérez plutôt à gauche, Paul Lopez, il sait comment il doit jouer. En fonction des adversaires. Mais en fait, on a 2-3 schémas qu'on commence à connaître, et en fonction de ça, on sait les joueurs qu'il faut. Alors, après, c'est dans le jeu où il manque quelque chose, où il manque par exemple comment se créer des occasions, et puis après, comment garder la confiance quand on rate une, deux. Donc c'est pour ça qu'on est toujours dans cette construction. Et là, on a réussi à asseoir la base arrière, on a le ballon, on ne concède plus beaucoup de buts et on a la possession. Maintenant, comment on fait pour ne plus concéder beaucoup de buts, avoir la possession et avoir des occasions? C'est ça qui nous manque. Bilan mitigé pour Mourad Hartz. Mais voilà, je suis curieux. Bilan curieux. Bilan curieux, très bien. Le meilleur match de la saison, de la mi-saison, pour vous, c'est lequel? Meilleur match de la mi-saison? J'ai bien aimé celui de Rennes, la victoire 2-0 à Marseille. Oui. Où je trouve que Rennes est une équipe quand même qui est bien classée dans ce championnat, qui surprend, parce qu'ils ont des joueurs quand même assez talentueux. Et l'OM avait fait un très bon match ce jour-là, en le battant 2-0 au Vélodrome. Bon, après, il y a le match de Paris où c'était un petit peu différent, ou même si c'était un match nul, mais on a vu une équipe de l'OM qui a pu rivaliser les Parisiennes dans le jeu, dans la combativité, dans l'envie, dans tout ce qu'il pouvait avoir sur le plan tactique. Ouais. Voilà, c'est peut-être les deux matchs. Après, peut-être que j'en oublie aussi, mais je pense que ces deux matchs-là, et notamment celui de Rennes, j'ai beaucoup aimé. Ok. Mourad. Match de Lyon, je pense. Le match de Lyon, c'est pas mal, c'est vrai. Ouais. Je rigole. Mais peut-être le match à Monaco, sans doute, où c'est le match que tu maîtrises le mieux. Monaco, ouais, c'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que les deux matchs que tu maîtrises les mieux, sans doute, c'est Monaco et Strasbourg. Et sauf que Monaco, tu avais encore cet enthousiasme de début de saison où tu te procures plus d'occasions. Strasbourg, tu t'en procures beaucoup moins, mais tu t'en concèdes moins aussi, tu es plus solide. Et bon, Ajorc se procure quelques occasions, tout ça, mais dans l'ensemble, c'est quand même très très solide. Et c'était, en fait, parce que pour moi, si tu regardes Monaco et Strasbourg, on en a parlé dans la dernière émission tactique avec Mathias Ribeiro, qu'on salue, il y a un peu la même idée de jeu, c'est-à-dire d'avoir Dieng et Luis Enrique qui partent des côtés pour rentrer dans l'axe, sauf que finalement, avec la même idée de jeu, tu le fais différemment avec Strasbourg.
tu essayes d'avoir plus de maîtrise. Et, mais bon, Monaco, j'ai préféré parce qu'en plus, il y avait la belle histoire de Bamba Dieng qui marque 2 buts, qui frappe les poteaux, qui rate des occasions et qu'on découvrait au très grand jour, au très haut niveau. Et c'était un match très enthousiasmant, en plus sans Payet. Donc c'était vraiment un match collectif plutôt que sur des individualités, je trouve. Le pire match de la saison. Lyon. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. 2 minutes de jeu. Il y a eu Nice aussi. Hein. Non, mais enfin, Lyon, 2 minutes. Oui, il y a eu Nice. Mais jouer 2 minutes contre Lyon, attendre 2 heures avant que ça reprenne, ça a été le pire match. Enfin, pour moi, après des décisions. Attends, c'est celui-là où on a attendu le plus? Ah oui, c'est celui-là où on a attendu le plus. Ah, celui-là, c'était horrible. C'était le pire match. Oh, l'horreur. Enfin, pas le jeu, mais la rencontre en elle-même, le public, l'ambiance, l'attente, l'arbitrage, Olas. Il y a tout dans cette rencontre. Enfin, pas dans ce match parce qu'il n'y en a pas eu, mais dans cette ambiance. Ouais. Après, mais c'est vrai que Jean-Charles fait bien de le souligner parce que je faisais une blague sur le match de Lyon, mais on en a quand même eu 2 des matchs comme ça où ça ressemblait à rien, où il fallait attendre, où il y a eu des actes de violence aussi. Donc c'est vraiment des mauvais matchs dans le sens plus que footballistique. Après, sur le sens footballistique, pour moi, ça se joue entre le match à Lille et le match à Galatasaray, où tu es les 2 fois très très mauvais, et à Lille tu peux perdre beaucoup plus, et le problème c'est que j'étais au stade pour les 2 matchs et que je l'ai vu du stade et que c'était encore pire. 2 matchs aussi où Gerson est très mauvais et où donc ça ravive des polémiques sur le prix de son transfert, etc. Tu concèdes beaucoup d'occasions, t'es pas très bon. Bon, à Galatasaray, tu te procures quelques occasions. D'ailleurs, Bamba Dieng, encore une fois, se procure des occasions. Heureusement qu'il était là. Alors certes, il en rate. On dit oui, il en rate. Il provoque aussi 2 pénaltys, Bamba Dieng, cette saison. Et il en provoque un notamment à Galatasaray. Donc pour un mec qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, même s'il a des gros loupés, il est quand même utile, il crée quelque chose. Donc ouais, voilà, entre Lille et Galatasaray, je laisserai les gens en commentaire choisir. Ou toi, t'as qu'à partager. Dites-nous d'ailleurs, quel est votre pire match? On était sur les pires matchs de l'Olympique de Marseille. Laissez en commentaire, c'est intéressant de savoir si vous êtes en phase avec nous. Clermont, c'est tu gagnes, tu gères à peu près. Il y a 3 aussi. Oui, mais c'est moins pire parce que dans le sens où 3 Metz aussi, ça fait quand même ça. Ouais. C'est pour ça qu'on voit le côté mitigé, parce que pour peu qu'on gagne contre Reims. Pour moi, puisque tu m'as posé la question, c'est le match contre Angers. Angers, putain aussi. Eh oui, parce que c'est le début. On s'en fait des matchs. C'est là où ça part en saucisse. Non, c'est le match un petit peu qui. Fait basculer. Ouais, où il y a de la rotation pour la première fois, et c'est là que ça fait basculer. On bascule dans la seconde partie de saison. C'est vrai, c'est une première partie de saison en 3 temps. Premier temps où ça joue super bien, on s'éclate et tout. Et après, et le point de bascule, c'est Angers. Non? Il y en a certains qui diront Lens. Mais ceux-là auront tort. Ceux-là auront tort. Non, mais si je me rappelle bien, je pense que même contre Lens, même si on perd à domicile, je crois que l'on fait un bon match. Oui, c'est ça. Mais parce que certains te diront, et parce que Sampaoli lui-même est revenu un peu sur ce match, des fois on en parlait un petit peu comme quelque chose de spécial, parce que tu joues, mais finalement tu perds, tu te fais un petit peu piéger, et tu vas dans ce qu'il dit souvent, il ne veut pas que les matchs se transforment en match de transition. Et là, ça s'est transformé en match de transition et tu l'as perdu. Ouais. Parce que je ne me trompe pas, je crois que le public, même après cette défaite-là, le public n'a pas fait un scandale. Non, parce que c'était bien. C'était un beau match de football, il y avait des actions de part et d'autre. Et puis l'OM avait montré un beau visage. Et bien, à la fin de la rencontre, tu perds 3 points, mais l'OM n'avait pas démérité, même si cette équipe-là aurait pu gagner. Puis on était tombé face à un gros joueur qui s'appelait Fofana, si je ne me trompe pas. Ce soir-là, donc voilà, et puis il y a des soirs comme ça où tu peux être dominateur et ne pas remporter la rencontre parce que c'est de la malchance, parce que c'est la maladresse, ce que tu veux, mais ça restait un match quand même assez explosif. Ça me fait penser à une demi-finale de quiz, ça, ce que tu dis. Mais bon, je n'en dirai pas plus.
Alors, messieurs, on va passer maintenant. Si je peux rajouter juste un petit truc, c'est que en fonction du résultat du match de Reims, donc on ne connaît pas encore, si tu gagnes le match de Reims et que les gens regardent cette émission, on va se dire ah putain mais ils critiquent etc. On est deuxième, pour peu que les autres résultats nous soient favorables, c'est exceptionnel. Il va y avoir une lecture extrêmement positive, alors que là on vient de lister quand même 5-6 matchs qui étaient vraiment pas terribles, voire certains très mauvais. Mais par contre, si tu perds dans le match contre Reims, ces 5-6 matchs vont revenir de manière beaucoup plus intense. Et on va te dire, bah, c'est vraiment de la merde, etc. Alors qu'au final, ce dernier match, c'est que 90 minutes. Et dans l'ensemble, ça ne change pas grand-chose au contenu de ce qu'on a pu voir. Mais étant donné qu'on enregistre avant, ça nous permet de justement avoir ce petit point. Et on verra justement, en espérant bien sûr que les gens nous disent qu'on a été très négatif. Ça voudra dire que l'OM a gagné. Non, mais on a plutôt été positif, moi je trouve. Non, oh, on n'a pas été. Bon, je trouve que... On a parlé trop de. Si que tu connais, tu sais que. Satisfait par le classement, oui. Satisfait par le classement. On reste ambitieux par rapport à ce classement. Et puis même s'il y a eu des matchs un peu chiants, ouais. Globalement, moi je trouve que le fait de s'intéresser aussi et puis même le jeu en lui-même de Sampaoli est pas chiant, je trouve. Même quand il y a un peu moins d'occasions, il y a vraiment une maîtrise. Mais tu sais, mais en fait c'est que. Oui. Tu sais comment l'émotion du résultat change tout. C'est évident. Et pour les supporters et par rapport à leur réception de ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu as perdu, bah là on va dire tu es trop optimiste et on s'en fout du jeu. On s'en bat les couilles au final. On est en train on va encore faire une saison où on va rater le podium. Et par contre, si tu réussis à gagner, on va dire bah quand même vous critiquez. Donc en fait après c'est un autre problème, mais c'est le problème où tu ne peux pas être équilibré, il faut soit partir d'un côté soit de l'autre. OK. Allez, messieurs, bilan mercato. Eh oui, bilan mercato, bilan des recrues. Et là, il y en a eu des recrues. Hein. Ah bah ouais. Regardez, elles sont là les recrues. Les recrues de l'Olympique de Marseille de cet été. Balerdi, Lopez, Guendouzi, Under, Lirola, Gerson, Saliba, Pérez, Harit et De La Fuente. De La Fuentes. De La Fuentes. Ça fait 10 personnes, 10 joueurs. Ouais, ça fait 10 recrues. 10 recrues. Et encore, et Milic. Vas-y, remets-les. Aussi. Non, parce que Milic, on l'a pas mis là, étant donné. Milic. C'était un prêt d'1 an et demi. Ouais, c'était un prêt d'1 an et demi. Mais bon, voilà, on peut aussi. On n'a pas mis les deux jeunes, donc. Non, Milic, c'est pas une recrue, Milic. Milic, ça l'est par contre. Milic, c'est pas une recrue. C'est vrai, on peut le dire juste aux gens, on n'a pas mis les deux recrues, donc les deux jeunes de Nice. Et on n'a pas mis également Pedro Luis Delgado, qui est le jeune du Real Madrid qui est venu et qui est en prêt en division 2 néerlandaise. Alors, déjà, on peut dire que là-dessus, ça fait du monde. Il y a combien de titulaires? Under, Saliba, Pérez, Gerson. Oui ou non? Gerson, ça n'a pas été un titulaire. Hein. Je pense qu'au niveau du temps de jeu, il est dans la moyenne haute quand même. Et comment il s'appelle Paul Lopez. Et Paul Lopez. Et donc, Guendouzi, tu l'as compté? 4 à 5. Attends, ah non, et Guendouzi. Under, ça fait 5. 5 à 6. Under, Saliba, Pérez. Oui, et puis même. Ça fait 5 à 6 joueurs titulaires. Même plus parce que Lirola, finalement, il joue pas mal. Ouais, Gerson, mais Lirola, c'est pas. Lirola, c'est. Lirola et l'année dernière. Gerson, ils sont ils sont 11e, 12e hommes, quoi. Ils sont. Enfin, 12e, 13e homme. Bon, quels sont les titulaires de la saison dernière, là? On va aller dans l'autre sens. Qui reste Tchaleta Tsar, finalement, qui a fait un retour. Et encore, il n'a pas toujours été titulaire. Payet, Camara. Rongier. Et il n'y en a que 3. Donc, et Milic. Cette équipe a été transformée. Littéralement transformée. Attends, Jean-Charles, quelles sont les satisfactions du recrutement pour toi? Les grandes satisfactions. Guendouzi, qui a fait une première partie plus qu'honorable. Pour moi, d'ailleurs, il a gagné une place en équipe de France A. On a eu Under, qui a fait un super début de saison,
qui après était un petit peu blessé, mais qui a baissé un petit peu de pied. Mais quand il n'était pas là, on s'est rendu compte qu'il était quand même plus ou moins indispensable. Saliba qui est pour moi un joueur d'avenir, même s'il a loupé 2-3 matchs depuis le début de ce championnat. Mais je pense que défensivement, le meilleur défenseur, en fait, ça a été lui. Alors Pérez, oui et non. Je ne pouvais pas dire que c'est pas... Juste les satisfactions, sans les faire tous un par un. Alors, pour toi, c'est ça. Les moi, trois, c'est Guendouzi, Under, Saliba. Et sur les 3 derniers matchs, je mettrai Lopez. D'accord. Très bien. Mourad. Bon, plus ou moins la même chose. Même pour Lopez, moi, je le mettrais même un peu avant, parce qu'au final, il a... Un peu avant qui non, je veux dire, parce que Jean-Charles, les 2-3 derniers matchs, moi, je pense que ça fait... un peu avant. Voilà, ça fait... Mais ça fait... C'est quand même... Oui. Il a sorti des arrêts importants, et puis on voit on comprend le truc de pourquoi il est important dans le jeu de l'OM, pourquoi le fait qu'il joue aux 30-40 mètres, etc., et que c'est quelque chose dans lequel il semble plus ou moins à l'aise, même si c'est pas pour faire des Rabona et des transversales à la paillette, mais c'est une manière d'appréhender le jeu et qu'il est plutôt à l'aise dans ce truc-là, et voilà, c'est le gardien de la meilleure défense de Ligue 1, à moins qu'on se prenne beaucoup de buts contre Reims, donc on parle toujours avec ce petit astérix, mais c'est vrai que Saliba à un moment a été vraiment excellent, impressionnant, vraiment. Je me demande même depuis quand on n'avait pas eu un défenseur central de ce niveau-là. Il a un peu baissé, il en est conscient lui aussi, il a dit qu'il était, il est conscient de ce qui lui manque, donc très bien, j'espère qu'il va nous faire une grosse seconde partie de saison. Et puis oui, Guendouzi aussi, enfin à peu près la même chose que Jean-Charles, quoi. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, et puis on se rend compte que les joueurs qu'on a cités, c'est des joueurs qui sont un peu plus âgés. Alors à part Matteo Guendouzi, mais Under, il a 26 ans. Paul Lopez, il a 24. 24, ok. Paul Lopez, il vient de fêter ses 26 ans, il me semble. Quelque chose comme ça, 27. Ensuite, Saliba est très jeune. Guendouzi, même si Saliba et Guendouzi, même s'ils sont très jeunes, ils ont déjà une grosse expérience. Ils sont passés par Arsenal, enfin même s'ils n'y ont pas beaucoup joué. Donc on voit aussi que c'est des joueurs qui sont peut-être un peu plus prêts à performer immédiatement. Donc les autres, ceux qui ont un petit peu déçu, peut-être que ça va être le moment pour eux de s'affirmer. Peut-être qu'ils avaient besoin d'un peu plus de temps. Même si Nassim, qui doit nous regarder, doit se dire, je vais le tuer, Mourad, là. Il va me dire que Balerdi, il a besoin d'encore plus de temps. Salut Nassim. Non, maintenant. C'est pas ce que je dis. Pardon, là on a mis Balerdi, qui a été transféré, mais qui était là la saison passée. Oui. On aurait pu mettre Luis Enrique. Pourquoi non, parce qu'il était transféré déjà, définitivement. Non, mais oui, d'accord. Balerdi, il était en prêt. Oui, mais Balerdi faisait quand même partie plus ou moins Il faut faire le distinguo de effectivement ceux qui étaient déjà là et ceux qui sont vraiment arrivés cet été. Oui, parce qu'il arrive vraiment la saison dernière. Mais après, on voit qu'il y a les joueurs qui ont donc moins donné satisfaction, comme De La Fuente, comme Balerdi, on voit aussi que c'est des jeunes. Après, il y a 2 cas un peu épineux auxquels on pourrait Est-ce qu'il y a on va pas parler d'échecs, mais les plus grosses déceptions, ce serait qui? C'est Lirola. Des 10 recrues là. Oui. Tu nous as montré. Je pense que moi, j'avais bien aimé Lirola la saison passée et qui cette année me déçoit. Par ses performances, par son rôle, notamment. Bon, alors c'est vrai qu'il a été beaucoup basculé de droite à gauche ou de gauche à droite, comme vous voulez, mais le dernier match, quand il a joué latéral droit, je trouve qu'il était totalement perdu, qu'on ne trouvait pas le joueur qu'on avait la saison passée, les 6 derniers mois. Gerson, je ne vais pas dire que j'ai été déçu ou quoi que ce soit, parce que Gerson ne nous avait pas montré son vrai visage depuis le début, et là, il commence vraiment à nous montrer son visage intéressant, donc voilà. Après, De La Fuente qui a tout juste 19 ans et qui avait fait lui aussi un bon début, mais qui, bon, on doit un petit peu attendre aussi, il faut être assez patient. Harit, le premier match a été bon. Et par la suite, il a été, d'ailleurs, il était plus titulaire. Et... Il marque contre Rennes en rentrant, un but mais voilà, mais pour moi, c'est pas suffisant, parce que ça reste quand même plus ou moins un joueur d'expérience. Oui. Voilà, donc qui connaît la Ligue 1, qui a joué à l'étranger, qui revient ici pour bien se relancer.
il n'a pas apporté ce qu'il devait apporter sur les matchs où il a participé. Voilà. Ouais. Ouais. Pourquoi, c'est qui alors Après, Harit, c'est... Enfin, moi, je le vois vraiment comme, tu vois, un petit peu la cerise sur le gâteau. Et bah, là, la cerise n'a pas très bon goût. C'est pas trop grave. Moi, ouais, le côté Lirola, Gerson, moi, ça m'intéresse beaucoup plus parce que l'une des choses qu'on a beaucoup entendues aussi depuis le début de cette saison, c'est Sampaoli fait n'importe quoi, il met pas les joueurs à leur poste. Alors que c'est vrai que Lirola a été par moments mis à des postes un petit peu originaux, on va dire, comme celui d'ailier gauche, ça c'était très particulier, mais il a joué énormément de matchs latéral droit et il n'a pas été bon parce que il n'a pas joué en tant que piston, le fameux mot à la mode piston, en tout cas d'une défense à 3, et lui qui occupe tout le couloir droit. Oui. On lui a demandé de jouer en tant qu'arrière droit. Et ça pose un peu la question du joueur. Est-ce qu'il est capable d'évoluer? Est-ce qu'il est capable de comprendre d'autres choses tactiquement, notamment de défendre à l'intérieur, comme il le demande à Rongier, qui joue à ce poste et qui, lui, est un joueur qui, footballistiquement, est très intelligent et qui, même si ce n'est pas son poste, il a réussi à s'accommoder à ça et à le faire parfaitement. Donc, il faut quand même bien le répéter, Lirola a joué latéral droit et n'a pas été bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le devenir, mais il doit apprendre d'autres choses que d'avoir ce rôle de latéral offensif, plutôt à l'aise dans une défense à 5 pour répéter les allers-retours et apporter un plus offensivement. Donc Lirola, c'est quelque chose. Et Gerson, c'est aussi quelque chose. On a longtemps dit, oui, mais il fait jouer à n'importe quel poste, Sampaoli. Gerson a aussi joué par moment au poste de 6-8, comme on nous l'avait présenté. Et il a été nul. Moi, je me souviens de le match à Lille. J'effacerai jamais de ma mémoire. C'est le match à Lille et à Galatasaray. Les deux matchs que j'ai cités comme les plus mauvais dans le jeu. Il y a deux situations. C'est une question de poste, tu penses? Il y a deux situations similaires. C'est une question de zone aussi. Deux situations similaires où il est juste devant la défense. On lui fait une passe et puis il fait rien. Il fait rien. En fait, il avait du mal. Par contre, quand il a été replacé plus haut sur le terrain, dans des zones plus proches de la surface de réparation, où on lui demande, justement sa technique, sa protection de balle et ses bons déplacements ont fait merveille, là on a vu un joueur qui était très très bon, qui était excellent et qui nous a plutôt bien plu à tous. C'est aussi tout simplement qu'à ce moment-là, il avait aussi pris, tu vois, en expérience du championnat. Mais pour terminer, il était mieux. Mais pour terminer, il faut quand même se dire que qu'une histoire de poste. Il faut aussi se dire que les coachs ne font pas aussi n'importe quoi juste pour se faire plaisir et pour dire bah vas-y, je vais mettre Alessandrini arrière gauche, on va voir ce que ça fait. C'est qu'ils ont des idées derrière la tête. Et je prends cet exemple-là d'Alessandrini arrière gauche à dessein parce que c'était Rudy Garcia qui avait fait ça et tout le monde sait que Rudy Garcia n'est pas mon coach préféré. Mais c'est que les coachs ont des idées par moment et par moment ça fonctionne et par moment ça fonctionne pas. Et par exemple, on a vu que Gerson plus haut sur le terrain par rapport à ses qualités, ça fonctionne bien. Et on a vu aussi que le manque d'envie de Sampaoli de mettre Lirola au poste d'arrière droit sont basés aussi sur quelque chose, sur les principales caractéristiques de ce joueur qui a du mal à lui donner ce qu'il veut venant de son arrière droit. Donc voilà, Lirola c'est un peu la grande déception, même si en effet il ne joue pas au même poste. Tu le mets dans la déception? Non, non, parce que justement, en fait, il l'était, mais ces derniers mois plus haut en tant que faux neuf ont apporté autre chose au milieu offensif. Moi, pour revenir un petit peu sur Gerson, alors il peut avoir des circonstances atténuantes. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il n'a pas eu de coupure à l'intersaison. Il est arrivé, il a continué le championnat. Ça peut être aussi une cause qui n'a pas permis d'être totalement bon à l'Olympique de Marseille. Et la deuxième, c'est que moi, ce qui m'a choqué chez lui, et c'est là où ça m'a dérangé en fait, c'est qu'on sait que c'est un joueur, comme on nous l'avait vendu, talentueux techniquement, footballistiquement, mais qui n'arrivait pas à donner un bon ballon, même à 3-4 mètres. Il cassait le rythme du jeu, il n'arrivait pas à crocheter. C'est ça qui m'a dérangé. Et sur les dernières performances, c'est pas tout à fait le poste. En fait, le poste, il est moi, je pense que c'est pas une histoire de poste non plus. C'est la zone dans laquelle il est. Parce que comme tu disais, la zone, surtout qu'il n'arrive pas à trouver l'état d'esprit, l'envie, ce que tu mets dans tes matchs aussi. Tu vois, peut-être qu'il jouait trop facile au départ, il pensait que ça allait être simple. Enfin, je sais pas. Après, là, c'est que des interprétations. Hein.
hypothèses. Non, mais peut-être qu'il y a peut-être moins d'agressivité aussi. C'est aussi ce qu'on a, parce que il y a une émission tactique sur Football Club de Marseille, je ne sais pas si tu sais. Mais par exemple, avec Nicolas Usaï, pour la première, on avait vu une très bonne ressortie de balle. On trouve Gerson bien lancé à 40-45 mètres des buts. Et là, il doit faire quelque chose. Mais dans cette zone-là, il reculait, il faisait ce fameux tourniquet sur lui-même et il repartait en arrière. Donc c'était aussi il avait du mal à s'adapter à ce qu'on lui demandait à ce poste-là. Alors que là, lors de la dernière qu'on a fait avec Mathias, il nous a aussi montré comment, en fait, lorsqu'il est autour de la surface de réparation, les déplacements de Gerson, ils font merveille. Et le fait qu'il doit s'associer de manière très proche et pas forcément de casser de ligne, etc., c'est très bon. Et on peut aussi se souvenir qu'en début de saison, il fait quelques matchs où il est pas mal, notamment contre Bordeaux, et où par moments il est à gauche, tout ça. Donc il y a aussi une question de poste dans le jeu pratiqué. Oui. C'est-à-dire que peut-être que Gerson en 6-8 dans le jeu d'une autre équipe, il ferait merveille. Mais là, dans le jeu qui lui est demandé, peut-être aussi, comme tu dis, oui, qu'il y a un manque de connaissance du championnat, tout ça, mais il ne sait pas quoi faire. Alors qu'en faux neuf, il sait exactement quoi faire et il le fait mieux que les autres. Donc c'est ça aussi, je pense que par moment, quand on a un coach comme Sampaoli, en fait, il ne faut pas trop s'attacher au poste des joueurs parce qu'il leur demande de faire des choses. Il faut s'attacher aux consignes qu'il leur donne, à ce qu'il leur demande, plus qu'à leur poste, à leur étiquette de base. Mais quand tu as un joueur qui est en manque de confiance pour le relancer, c'est peut-être aussi plus simple de le mettre aux avant-postes que de le mettre dans le cœur du jeu, où il faut qu'il ait un volume de jeu beaucoup plus important. Mais non, t'aurais pas mis Saliba en pointe. Non, mais pas Saliba. Non, mais ça dépend Rongier en pointe, tu vas pas le mettre en pointe. Non, parce qu'il n'a pas les caractéristiques. Effectivement, il n'a pas les caractéristiques. Mais c'est un joueur technique, c'est un joueur qui a besoin de toucher beaucoup de ballons. Ouais. Moi j'ai des images qui me frappent chez Gerson. Comme l'a dit Morad, c'est quand on lui donnait le ballon au début de saison, il avait souvent tendance à revenir sur son extérieur pied gauche et à revenir en arrière. Très souvent. D'ailleurs, à retarder le jeu, à trouver ses partenaires. Aujourd'hui, quand on lui donne le ballon, son contrôle est vers l'avant. Regardez le dernier match. Pas tout le temps, mais très souvent. Très souvent, ouais. Très souvent par rapport au début de saison où son contrôle était vers l'arrière. Il revenait sur lui-même pour donner le ballon latéralement ou à un défenseur, ou alors même par moment il le perdait assez souvent. Là aujourd'hui, sa confiance est revenue, joue un petit peu plus haut. Il a peut-être les partenaires qui bougent mieux autour de lui. Il a peut-être des partenaires aussi qui sont mieux qu'en début, quand il ne se trouvait pas. Il arrive à trouver son jeu, et peut-être aussi que physiquement. Physiquement, il se sent mieux. De ne pas avoir coupé, peut-être aujourd'hui, il se sent mieux. Il arrive à avoir des repères plus intéressants pour lui, à travailler à côté de Payet, peut-être aussi un joueur qui est talentueux. Ça c'est vrai. Et ça, c'est important. C'est l'association La connaissance de Payet aujourd'hui, il a fallu qu'il assimile un petit peu le jeu de Payet à son jeu à lui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui peut faire la différence. Dans le jeu de Gerson, c'est que lui, aujourd'hui, il s'adapte mieux autour de Payet. Ok, messieurs. Quels sont les manques de ce mercato? C'était pas prévu dans le programme. On a un petit peu de temps pour se poser cette question-là, donc je vous la pose. Y a-t-il des manques qu'on pourra éventuellement peut-être combler au prochain mercato? Tu parles au niveau des postes? Oui. Je pense qu'il faut un attaquant côté gauche. Parce que pour l'instant... je sais pas. Attends, tu mettrais des bâtons dans les roues de Bamba Dieng. Attends, mais c'est ce que j'allais te dire. Comme on ne fait pas trop confiance à Dieng, il ne fait pas jouer. Ça voudrait dire que peut-être... Non, mais de toute façon, un attaquant supplémentaire qui fasse faux ailier gauche ou attaquant de pointe, il va en falloir. Il fait jouer tout le monde à ce poste-là. Il ne fait pas jouer quelqu'un en particulier. Voilà, il y a une grosse rotation. Il a souvent fait commencer De La Fuente, Luis Enrique dernièrement. Et il a mis Dieng en deuxième ou troisième position. On est bien d'accord. Il faudrait voir le nombre de matchs joués de chacun. Voilà. Bon, avec Luis Enrique, ça doit se... Après, je pense qu'il faut aussi, pour moi, un latéral gauche ou un piston gauche, comme vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, le football moderne, c'est latéral, piston gauche, ce que tu veux, pour suppléer un petit peu Lopez, qui par moment... Pérez, pardon. Lopez, c'est le gardien. Pérez, qui par moment, j'ai le sentiment qu'il
qu'il est moussé, tu vois. Même lui, il aurait besoin de récupérer un petit peu pour retrouver un petit peu ce qu'il avait montré au début de saison. Puis bon, c'est pas non plus, là, même si on a la meilleure défense, c'est pas le meilleur latéral gauche qu'on ait eu. Même si ces dernières années, ça n'a pas été le poste le meilleur du côté de l'Olympique de Marseille. C'est le triangle des Bermudes du côté gauche à l'OM. Mais voilà, moi je pense que c'est vraiment les deux postes où il faudrait vraiment récupérer des joueurs. Si on ne fait pas totalement confiance à Dieng en le mettant quasiment en tant que titulaire, comme a dit Mourad. Ouais, alors Mourad, qu'est-ce que tu en penses toi? Je pense que... T'as envie de recruter un peu au mercato, de claquer un peu de l'oseille? Non, moi j'ai pas envie de recruter parce que je pense qu'à un moment il faut travailler, que si tu recrutes, tu peux avoir des futurs flops et qu'après tu vas dire comment on les vend, qu'est-ce qu'on fait. Et par exemple, typiquement, pour aller complètement à l'opposé de ta question, moi ma déception c'est un peu Jordan Amavi. C'est-à-dire que Jordan Amavi à gauche, je suis d'accord avec Jean-Charles, Juan Pérez depuis le début, en fait, il y a énormément de buts qu'on encaissait en début de saison qui provenaient de son côté, sur des duels de la tête, il en perdait beaucoup, il était un peu en retard, il savait pas toujours. Revoyez par exemple le but de Pembele contre Bordeaux, il recule, Pembele il frappe. Les buts de Frankowski, Sotoka contre Delan, ça vient aussi de son côté. Lazio, non, si je ne me trompe pas, il y a un long ballon aussi qui part dans le dos. Contre qui t'as dit? La Lazio, non? Contre la Lazio, oui, il dégage un petit peu. Il y a trois ballons qui partent de. Oui, après c'est sur un corner. Oui, après ça vient. Le corner vient de son côté. Enfin bref, on a une vraie faiblesse de ce côté-là. Et c'est un peu embêtant. Alors après, moi, je serais plutôt d'avis de... Par contre, il a certains atouts offensivement. En début de saison, c'était quand même intéressant ce qu'il pouvait offrir à l'équipe. Donc, de demander à Juan Pérez d'avoir plus de confiance. Mais par exemple, Jordan Amavi, moi, je me disais, parfait. C'est peut-être un mec qui, en fait, peut apporter du tonus parce que Jordan Amavi, en fait, je trouve qu'en tant qu'arrière gauche, au niveau de son dernier geste, c'était pas très bon. Par contre, il a toujours eu beaucoup d'activité. Donc, c'est un jeu qui demande beaucoup d'activité. Il peut faire des allers-retours et au moins bien défendre, bien quadriller cette zone à gauche un petit peu et puis bien défendre. Sauf que Jordan Amavi est pas bon. Il est mauvais quand il joue. On l'a encore vu lors du match de Coupe de France. Donc c'est une grosse déception, donc je ne sais pas s'il faut continuer à travailler avec Jordan Amavi, mais moi j'aurais beaucoup aimé voir Jordan Amavi imposer ses caractéristiques et sa technique là-dessus, et même au poste d'ailier gauche, moi j'aimerais qu'on essaye de développer un Max de la Fuente, parce que c'est un joueur qui a des qualités, qui a le plus joué. Qui n'a pas donné satisfaction, très clairement, qui a un manque dans le dernier geste, il lui manque quelque chose. Mais De La Fuente et Luis Enrique, moi j'y crois encore. Et sans parler de Bamba Dieng, mais on est un peu une émission de propagande pour Bamba Dieng. Mais on l'aime bien, Bamba Dieng. Attends. On a le droit. Conrad De La Fuente, c'est celui qui a le plus joué. 1030 minutes, d'accord. Et Dieng, il en a joué 874. Et Luis Enrique 500, donc 2 fois moins que De La Fuente, Luis Enrique, qui partait comme titulaire. Et Harit, il a joué 660. Ouais, mais lui, il a joué à plusieurs postes. Mais Bamba Dieng, mais ce qui est intéressant, Bamba Dieng mérite quand même un petit peu plus de temps de jeu, je trouve. Moi, je pense, oui. C'est un joueur qui est très particulier, et encore une fois, on a vu ce côté le côté des émotions qui change complètement le jugement. C'est-à-dire que quand il met ce doublé à Monaco, c'est le nouveau Mamadou Niang, merveilleux. Et puis quand il a un raté à 3 mètres des buts contre le Lokomotiv Moscou, et c'est bon, il est tout fané, il est tout rené, votre Bamba Dieng, arrêtez d'en faire un génie, il est tout pourri, il sert à rien, il n'a pas le niveau pour l'OM. Donc entre les deux, il y a peut-être un bon niveau, et peut-être aussi qu'il y a des faits, comme le fait que si tu es sur Transfermarkt, tu peux voir le nombre de buts et de passes décisives qu'il a fait. Il me semble que c'est 5 buts et une passe décisive ou quelque chose comme ça, auquel il faut ajouter 2 pénaltys qu'il a provoqués, un contre le Lokomotiv et l'autre, il me semble que c'est contre Lens. Il me semble que c'est contre Lens où il va chercher un pénalty. Donc c'est quand même, au final, pour un mec... Il a mis 4 buts 4, peut-être 5, non ? Il me semble qu'il en a mis 5, mais peut-être 4. Stats, alors. En tout cas, il faudrait retrouver les stats, mais en très peu de temps de jeu, il a eu des stats qui sont quand même assez intéressantes. Donc je ne sais pas si Ryan, tu les as, ou si quelqu'un a les stats de Bamba Dieng. Mais bon, dans tout, 4 buts, une passe décisive et 2 pénaltys provoqués. Donc quand on a eu assez peu de temps de jeu, finalement, ça prouve aussi qu'il crée des choses, qu'il se crée des occasions, qu'il crée quelque chose. Après, il a encore des progrès à faire. Mais toi, tu ne veux pas recruter ?
Parce que Sampaoli, lui, veut recruter. Hein. Il n'est pas en train de dire oui, non mais il faut travailler. Les entraîneurs à l'OM veulent toujours recruter parce qu'ils ont besoin de gagner. Il faut laisser du temps à Luis Enrique. Lui, il dit pas ça. Si tu recrutes un joueur qui est vraiment au-dessus de tout le monde, c'est pas recruter pour dire on prend un concurrent à un autre. Ouais, si tu dois recruter, il faut prendre des joueurs performants qui ont déjà Si c'est pour prendre un jeune joueur de 20 ans encore ou 21 ans, je vois pas trop l'intérêt de le mettre en concurrence avec Dieng, avec Conrad, avec Luis Enrique. Je vois pas trop l'intérêt. Maintenant, moi je le dis haut et fort, Dieng sera la meilleure vente de l'Olympique de Marseille dans les années à venir. Je le dis aujourd'hui. C'est le joueur d'avenir de l'Olympique de Marseille. Aussi. Alors on me dit, mais vous n'avez qu'avec Dieng. Mais Dieng, c'est celui qui crée le plus de solutions offensivement. C'est lui qui surprend tout le monde. C'est lui qui fait du spectacle. Qu'on le veuille ou non. Il a combien de matchs? Et en plus, il y a 6 mois, il y a 8 mois qu'il est à Marseille. Bien sûr. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus de ça, je sais plus ce que je voulais dire, mais tu as tout à fait raison. Non, la valeur marchande. Ça sera celui qui rapportera le plus. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'à force de pas trop le faire jouer au final, ça va peut-être créer aussi un doute, un manque de confiance. Il y aura des occasions. Il a 20 ans, il a la vingtaine, il a le temps de grandir. Il débute, il entre dans le monde pro. Donc laissons-lui le temps de se développer. Entourons-le de bonnes ondes. Quand tu vois les stats, les stats, regarde, tu regardes Dieng, 4 buts, une passe décisive, des occasions à l'appel, des pénaltys qu'il est allé chercher. Bon. De La Fuente, ces stats, il les a pas. Hein. Et il joue 2 fois plus. Il joue 2 fois plus. Moi, je ne voudrais pas qu'on le cantonne en disant après, que De La Fuente, moi, c'est un joueur que j'aime bien. Moi, je trouve que c'est un super joueur aussi. Mais il n'a pas ces stats-là. Un joker de luxe. C'est ça que j'ai peur qu'à un moment donné, on dise ouais, mais il est meilleur que quand il rentre. Comme ça a été le cas de Luis Enrique, comme ça a été le cas de plusieurs joueurs. Souvent, on dit ouais, ben lui, il est bon de Radonjic. Ouais, mais lui, il est bon que quand il rentre. Ouais, sauf que Dieng, il a été bon, il a marqué 3 de ses 4 buts en étant titulaire 2 à Monaco. Oui, mais regarde, ils sont souvent remplaçants. Et on se dit, bon, ben, on attend de Dieng qu'il fasse la différence quand il rentre lui. Ouais, mais comment tu attends que le joueur de 20 ans, 21 ans, fasse la différence quand il rentre? Oui, bien sûr, c'est le but de tout le monde. Mais le Dantin, s'il doit faire la différence, il la fera. Moi, j'ai pas de problème avec le temps de jeu de Dieng. Je pense que je pense qu'il faut le gérer. Il y a eu des choix où je pense qu'il aurait pu être titulaire à la place de d'autres. Mais tu vois, c'est pareil. On en revient toujours aux caractéristiques, c'est-à-dire qu'étant donné que le jeu de Sampaoli est assez liquide en fonction de l'adversaire, en fonction de ce qu'il veut faire, il y a des configurations de match où Dieng est parfait. Il y a d'autres configurations où en fait il ne servirait pas à grand-chose parce qu'on lui demanderait d'étirer le bloc et d'étirer dans la largeur et de tenter des centres et de tenter des choses comme ça. Or, lui, son jeu, c'est plutôt les appels en profondeur et c'est plutôt de rentrer vers la surface de réparation. Donc là, tu as besoin d'autre chose. Tu me lances sur messieurs, très rapidement. C'est important. J'aurais voulu savoir, peut-être qu'on le saura peut-être à une autre émission ou quoi que ce soit, parce qu'on n'aura pas le temps de regarder les stats. Combien de matchs Dieng a débuté avec Dimitri Payet? Pas beaucoup. Je pense que Strasbourg, mais... parce qu'il démarre contre Galatasaray et Payet est suspendu. Mais par contre, tout le monde te dira mais regarde, Payet, il lui a donné une offrande et il a envoyé au côté de corner. Qui c'est qui va la chercher? Parce que quand il part dans le trou, qui rentre vers l'intérieur, c'est Payet parce que Payet. Ah non, là tu parles à Strasbourg. Non, tu parles à Strasbourg, mais moi je te parle du fameux truc pour lequel il est caricaturé, c'est-à-dire l'occasion qu'il rate contre le Lokomotiv Moscou, ce qui peut arriver. Mais on se rappelle de Jean-Pierre Papin quand même. Pendant 6 mois, il a tué des oiseaux dans les tribunes. On s'en rappelle de ça? Non mais... et puis Nyang, combien de fois il a raté? Combien de fois? Non mais... Lui, il arrive, il faut que ce soit le duo de suite. Surtout qu'en fait, le problème, c'est qu'aussi on caricature beaucoup Bamba Dieng comme quelqu'un qui a une finition désastreuse, alors que donc, sur cette occasion... Sur cette occasion-là, il est impardonnable, il rate tout. Il y en a une ou deux autres où il rate ses frappes à Monaco, à Strasbourg. Mais sinon, de manière générale, il frappe la barre à Galatasaray. Contre Strasbourg, celle qu'on lui reproche, il fait le bon appel, il part bien, il la joue. Bon, il la joue premier poteau. Ce qui est fou, c'est que je pense l'inverse. Genre, je pense qu'il a une super assurance devant le but. Oui, non, mais moi je pense que ça peut devenir un très bon. Je vois des gens paniquer, généralement des jeunes joueurs paniquer
dans les derniers gestes et tout. Et je trouve que techniquement, il a une certaine assurance. Mais voilà. Surtout les provocateurs dans le jeu. Lui, il n'a pas peur d'aller provoquer son adversaire. À la différence de beaucoup d'autres. Mais cette action dont tu parles contre Strasbourg, pour moi, c'est un truc typique de la méprise qu'on a sur ce joueur, parce qu'on dit, ben voilà, il a encore raté, il sait pas jouer un contre un. Oui, mais d'abord, il y a personne d'autre qui fait ses appels dans l'effectif, et ensuite, il y a personne d'autre, et ensuite, il fait un choix. Voilà, il fait un choix, et sur ce choix, c'est pas le bon, et il aurait pas dû tenter la frappe au premier poteau, mais si ça passe, on dit, pour la mettre là, c'est un génie. Donc en fait, il faut avoir un peu de, il faut surtout un bon joueur, il faut être modéré avec lui, un jeune joueur. Tout à fait. On va passer au classement de cette mi-saison. Avant le match contre Reims. Avant le match contre Reims. Que l'on n'a pas, bien sûr, parce que c'était pas prévu. L'Olympique de Marseille est deuxième. Avant le match de Reims. Il n'y aura pas d'arrivée sans départ au mercato. Sauf si, on ne sait jamais, on trouve encore de l'argent. Pourquoi pas? Ouais. Allez, voilà, Google, on est deuxième au classement avant Reims, d'accord. Là, on est entre la bûche de Noël et le 31, c'est quoi? C'est la bûche aussi. Entre les deux bûches. Entre les deux bûches. Hein? D'accord. Alors, messieurs, donc on en a parlé, on a fait le bilan d'un petit peu de la mi-saison. Comment vous vous projetez par rapport à ce qui vient de se passer et par rapport à la deuxième partie de saison, de ce que vous avez vu de l'OM, de ce que vous avez vu des autres adversaires, l'objectif podium, comment vous envisagez la deuxième partie de saison? Moi, je pense que l'Olympique de Marseille a vraiment une vraie carte à jouer. Oui. Parce qu'il n'y a aucune équipe au-delà de Paris, même si Paris ne joue pas très bien dans ce championnat, mais on sait que Paris est au-dessus avec l'effectif. Mais quand on voit l'OM, quand on voit Nice, quand on voit Rennes, quand on voit Montpellier, quand on voit Lyon, si j'en oublie peut-être une ou deux encore d'équipes, on se dit que ce n'est pas des équipes qui sont régulières. Ouais. Parce qu'on s'est rendu compte que Nice avait 3 points d'avance, après Nice est passé 4e, Rennes qui était 8e ou 9e est passé second au classement, l'OM qui avait été derrière pendant un petit moment est repassé 2e. Et on rappelle que l'OM a un match en retard. Et un match de retard, donc ça voudrait dire que si l'OM... Et je l'espère, et c'est mérité que gagne ce match sur tapis vert. Mais c'est réglé ça. Oui, c'est vrai que c'est réglé. C'est vrai qu'ils vont rejouer. C'est réglé, c'est rejoué. Mais pour moi, dans mon esprit, tu vois, c'était encore. C'est tellement illogique que dans mon esprit, c'est. C'est Ben. Mais c'est réglé ça. Mais tu vois. Il y a un appel après. Oui. Il y a peut-être un appel. Allez, tu gagnes, ça te fait 35 points. 35 points, tu mets quand même Rennes qui est 3e à 4 points. Ouais. Tu vois? Et c'est pas une équipe. Rennes, on sait que c'est une équipe de coups qui va faire une série de 4-5 matchs. Et puis derrière, elle va plonger. Comme chaque saison. Il y a Monaco, j'avais oublié Monaco, qui marque le pas aussi, même si ça revient un petit peu mieux. Justement, eux, ils reviennent bien. Voilà. Donc, Lens, regarde, qui était super bien classé. Et ça fait 3 matchs d'affilée qu'ils perdent quasiment. Donc, ça donne vraiment une grosse opportunité à l'Olympique de Marseille d'être sur le podium. Ouais. Pour moi. Et véritablement, je pense que Rennes peut craquer, que Nice peut jouer un petit rôle, mais je ne suis pas bien sûr qu'ils termineront 3e. Franchement, j'ai plus peur de Monaco qui est capable de revenir par l'expérience, tu vois. Lille, ils sont loin, mais bon, voilà. Je pense qu'il y a vraiment un bon point jouer. Ce podium, cette saison, il paraît quand même à la portée de l'Olympique de Marseille. D'autant plus que Lyon, qui est l'un des principaux rivales, n'est pas là, quoi. On verra. Sans compter les embrouilles qu'ils vont avoir encore. On verra. Sans compter tous avec les embrouilles qu'il y a en interne. Oui, non, mais je ne parle pas de Lyon, mais par exemple, Lille et Monaco, je ne les enterre pas encore. Mais peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas des regrets aussi, finalement? Parce que tu aurais pu avoir facilement deux victoires de plus. Tu as reconstruit ton équipe pratiquement entièrement. Oui. Tu es finalement plutôt bien classé. Bon, non, mais dans tous les cas, on est encore dans la construction, on est dans la bataille. Et je ne pense pas qu'il faille se dire là, c'est bon, le podium, c'est quand même. C'est bien parti, etc. Je pense qu'on est encore loin. Et moi, j'ai un petit peu peur d'équipes comme Monaco ou Lille. Donc peut-être qu'ils vont complètement. Monaco, par exemple, l'année Villas-Boas,
je me disais toujours, oh là là, ils vont finir par remonter, ils sont jamais remontés. Et donc peut-être que ça va être la même chose cette année. Après Monaco, ils ont quand même un très gros effectif. Lille, mine de rien, ils ont quand même fait une belle campagne de Ligue des Champions, ce qui est assez incompréhensible parce qu'ils se plantent dans des matchs à Clermont, etc. Mais ils arrivent à faire très bonne figure contre Séville ou Wolfsburg, etc. Donc Lille, c'est une équipe vraiment indécise, tu sais pas si ça va servir à rien ou si ça va remonter. Donc attendons avant de crier victoire. Moi par contre, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais vraiment qu'il se passe, c'est que on aille loin en Europa Conference Toto League là. Ce serait vraiment bien. Parce que allez, tu nous fais la transition. On va passer au bilan européen de l'Olympique de Marseille. D'accord. Parce que le bilan pour le moment il est mauvais. Oui. Il est mauvais parce que tu as fait 4 nuls, une défaite, une victoire, tu es éliminé. Donc, par le truchement des règlements à la mort ou moelle de l'UEFA, on va dans l'Europa Toto League. Donc très bien, l'Europa Toto League, on y va, on la gagne parce qu'on gagne. Enfin, parce que par contre, beaucoup de monde pense que ça y est, on va gagner. Non, attendons. Il reste du monde, il reste beaucoup d'équipes. Il y a pas Tottenham, mais il n'y aura pas Tottenham dans la Conference League. Il reste qui alors? Il te reste quand même pas mal de monde, et puis même. Il reste qui? Même Karabakh, il va falloir que tu les élimines. Mais oui, non, mais là je suis de son avis. Peu importe les clubs qui restent dans cette Conference League, ces matchs-là sont à part des matchs de championnat. Ryan, si tu peux nous trouver les participants de l'Europa Toto League. Tu peux être très bon contre une très bonne équipe. Tu peux être très mauvais contre une équipe qui est quasiment méconnue. Oui, et faire éliminer. Et puis il te reste quand même quelques gros morceaux. Il me semble que la Roma est toujours. La Roma, il y a la Roma et il y a. Moi je suis plus confiant en championnat. Leicester et il y a Rennes. Fenerbahçe aussi. Oui. Mais Rennes, si tu les joues sur une confrontation aller-retour, tu dois pouvoir les battre, mais il faut le faire. Mais on a gagné combien de Coupes de France depuis 10 ans? Il y a Paris. Combien a gagné de Coupe de France Paris depuis 10 ans? Depuis 10 ans, Paris, ils en ont gagné 5, 6, 7, 8, je sais pas. Voilà, c'est parce qu'ils les gagnent toutes que tu les gagnes pas. Et Rennes, ils en ont gagné combien? Et qu'on a éliminé en 32e. Et Rennes, ils en ont gagné combien? Ils en ont gagné une. Voilà, donc on va pas être prétentieux à dire qu'on tape Rennes à tous les coups. Rennes a gagné une coupe de. D'ailleurs, on les a tapés au match aller. Et on a fait combien sur ces 5 dernières années? On a fait combien de participations en Ligue des Champions? Ligue des Champions? Oui. 2 fois. Sur ces 5 dernières années? 2 fois. Une. 5. Non, t'avais dit 10. Là, je t'ai dit sur les 5 dernières années. Ah, mais d'accord. Alors, sur les dernières années, combien on a fait de parties? Mais 0. Non, mais tout ça pour te dire que sur les 5 dernières années, Rennes, ils ont fait autant de participation que nous en Ligue des Champions et ils ont gagné une Coupe de France. Quand nous, on a gagné The Bee. Donc on va se calmer un petit peu. Oui. Donc n'importe quelle compétition, même l'Europa Toto League, il faut aller la gagner. Même quand tu dois affronter des clubs comme Rennes. Maintenant, l'Olympique de Marseille est même plus en 2e division européenne, est en 3e division européenne. Craint, hein. Donc il faut quand même le PSV Eindhoven qui te dit que tu les tapes. Même le Partizan Belgrade, si tu fais, c'est pas une très grosse équipe, mais si ça se passe mal et que là-bas c'est un petit peu chaud, le Slavia Prague ont montré certaines choses, mais malheureusement le Slavia Prague a aussi des supporters racistes et a des gros problèmes. Bâle, ils sont en Ligue des Champions pratiquement tous les ans depuis un petit moment. Et Gand, ils ont aussi fait quelques petits trucs. Feyenoord, c'est pas une mauvaise équipe. Donc avant de se dire attends, c'est bon, on la gagne comme si on jouait une coupe contre des équipes de CFA2. Il va falloir respecter. Mais par contre, t'as une chance. T'as une chance. Moi, je trouve, mine de rien, elle te met la pression cette coupe parce que si t'es éliminé, tout le monde va se foutre de ta gueule. Limite, si tu la gagnes pas, tout le monde se fout de ta gueule, quoi. Parce qu'il y a tellement de personnes dedans que non. Ah, parce qu'il y a tellement d'incultes footballistiques aussi qui parlent de football de nos jours que du coup, on. Karabakh. Il y a le FC. Le FC Kinder ou Randers. non mais t'as le FC Randers. Ils ont même pas eu les droits de s'appeler les Rangers.
Non, mais après c'est un peu. Non, mais après, c'est pour ça que je te dis, faut pas comparer. Faut pas. Ouais, parce que c'est un peu insultant pour eux. C'est insultant. C'est vrai. Bon, c'est insultant. Je dis ça alors que j'appelle cette coupe l'Europa Toto League, mais l'Europa Toto League c'est pour insulter l'UEFA qui a le droit. Mais les Randers, tu peux pas les insulter. Même si à un moment je disais que le Red Bull Salzbourg c'était un faux club parce que j'aimais pas du tout les Randers. Non mais on dirait pas un match de. Comment s'appelle le jeu vidéo là où ils ont pas les droits. Des champions qui a battu le Real. On dirait un match de PES. De PES, ils ont pas les droits pour les Rangers, ils les appellent les Randers. Le Real qui s'est fait battre contre ce club que personne ne connaissait. Oui, c'était le Sheriff Tiraspol. Voilà. Non mais il faut en tout cas tout ça pour dire que cette compétition, moi j'espère qu'on va aller loin, qu'on va avoir des matchs européens avec du monde au stade, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup mine de rien ces 10 dernières années, qu'on va avoir le rêve de gagner un truc, parce que là on peut le gagner, ça va être dur mais on peut le gagner. Et j'espère qu'on va aller loin, mais il ne faut pas se dire « Ah bah c'est dans la poche, c'est tellement facile, impossible qu'on ne le gagne pas ». Mais par contre, il y a vraiment quelque chose à jouer et il faut y aller à fond et ça peut être merveilleux, ça peut être beau et ça peut être les fameuses émotions que j'attends tant dans le football. Oui. Et là, on a vraiment une chance d'en avoir avec cette compétition. Mais cette compétition et le championnat peut te booster dans les deux sens. C'est-à-dire que le championnat peut te booster pour l'Euro-Conférence League. Et l'Euro-Conférence peut aussi te donner de l'énergie. À partir des quarts de finale, ça peut te faire. Non, mais oui, mais bon, j'espère qu'on va y arriver encore. Mais ça peut te quoi, Karabakh, attends, ça va te faire kiffer Karabakh? Ah oui, moi j'attends que Football Club Marseille me paye l'avion parce que 400 € l'aller-retour, c'était pas donné. Mais les joueurs, tu crois que ça va les faire kiffer? Oui, si tu joues pas. De se taper deux fois 10 000 bornes en avion. Si tu joues pas et que tu as une chance de te montrer. Bah oui, c'est ce qui s'est passé l'année où on va en finale de l'Europa League. Des joueurs comme Maxime Lopez, ils étaient sortis du 11 à un moment. Et ben il y a des matchs d'Europa League, et ben ils ont l'occasion d'avoir un peu de temps de jeu. Il y a des joueurs qui sont dans la rotation, qui vont moins bien, etc. Et ben tu leur donnes du temps de jeu. Et mine de rien, tu as un effectif qui est assez large. Tu as des joueurs. Si Jordan Amavi n'est pas parti au mercato, tu pourras peut-être le faire jouer là. Tu peux peut-être Mandanda. Je me mets à la place des joueurs, je me dis. Mandanda, si ces matchs-là, ils sont un peu chiants à jouer parce que tu joues contre des équipes où finalement tu n'as rien à gagner et tu as tout à perdre. Si, tu as une place en... Non, pas au début. À partir des quarts, oui. C'est différent parce qu'il y a un objectif. Tu vois, là, tu commences à sentir le truc. tu peux te projeter, ok. Ceux qui sont titulaires, c'est pas grave. Mais au début, putain, des matchs comme ça, Karabakh à l'autre bout de l'Europe. Mais c'est pour ça, c'est dingue. Mais franchement, même une compétition sur laquelle on a une chance, étant donné qu'on y va, les clubs français, les journalistes de foot comme nous, les supporters, tout ça, on y va avec une telle mentalité de prétentieux de Français de merde. C'est pour ça qu'on a gagné 0.00 Coupe d'Europe depuis 20 ans. Quand le FC Séville, tu crois qu'eux, ils se disent putain merde, on va jouer au FK Karabakh. Ils s'en tapent, ils y vont, ils tapent le FK Karabakh et ils sont contents, ils font la fête, ils ramènent des trophées à leurs supporters. Moi, je comprends rien aux gens. Parce que moi, quand je dis tout le temps, c'est le beau jeu, on me dit non, c'est les trophées. Et quand il y a des trophées qui sont gagnable, que tu as une chance, tu dis ouais mais non mais il faut aller jouer à Karabakh. Bah allez, mets-toi le feu alors, qu'est-ce que tu veux? tu veux faire quoi? Il y a un moment, il faut aussi moi je comprends pas, il faut aussi se remettre en question. Moi je suis pour la jouer, hein. Mais même si moi je suis pour jouer à fond. S'il y a une finale d'Euro Total League contre les Randers, mais je suis à 3000% et qu'on gagne, mais je suis à 303 000%. Je vais la célébrer sur le Vieux-Port, hein, pas de problème. Hein. Alors, messieurs, on va s'arrêter là et on va passer aux vœux pour 2022. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes d'accord avec Mourad Hartz ou pas, ou plutôt. Avec Jean-Charles. Jean-Charles est d'accord avec moi. Et Jean-Charles, si on gagne l'Europa Total League contre les Randers, on va sur le Vieux-Port et on est content. Professionnel, les matchs, il faut les jouer à fond. Tout à fait. Si tu participes à une rencontre, que ce soit la coupe que tu devais nous dire, ou le championnat, ou la Coupe de France, ou peu importe, là c'est pareil, hein, on a joué le Cadet Rocheville, ça a été pareil. Il faut la jouer à fond. Quels sont tes vœux pour 2022 ? La santé, hein, avant toute chose. Les masques, c'est bon, il y en a marre. Dans quelques mois, on pourrait tout lever et être plus tranquille. Je pense que ça serait le bien pour tout le monde. Et puis bon, on vivrait normalement. Maintenant, après du côté de l'Olympique de Marseille. Du côté de l'Olympique de Marseille, finir sur le podium et bien se porter pour l'année d'après. D'accord. Objectif podium.
Quels sont tes vœux, toi, pour 2022? Mais c'est marrant parce que Jean-Charles vient de faire la meilleure analogie possible, c'est-à-dire qu'on s'est bien tapé la honte contre Canet-Roussillon l'an dernier, contre plein d'autres équipes, et là on était quand même à se dire ah, tu dois jouer contre Randers et tout. Et c'est pour ça aussi qu'on gagne pas de coupe et que d'autres en gagnent et que nous on gagne rien du tout parce qu'on est des prétentieux, parce qu'on a eu l'étoile il y a 30 ans. Il y a un moment il va falloir aussi se remettre en question. Donc franchement, si forcément le podium et tout, mais moi ce qui me ferait le plus rêver, si on fait un doublé Coupe Toto League, franchement je serais super content. Si on fait la Coupe de France et la Conférence League, franchement ce serait top, ce serait vraiment... Qualifié pour la Ligue des Champions, alors là ça serait... Ouais, et si en plus tu as la Ligue des Champions, mais si je devais vraiment lister mes trucs d'intérêt, je sais qu'économiquement le plus important ça devrait être la Ligue des Champions, mais vraiment si je devais, je mettrais l'Europa Toto League, la Coupe de France et après le championnat. Parce que le championnat tu vas pas le gagner. Et moi ce qui m'excite, parce que c'est les émotions, c'est les émotions, mais ce sont aussi les titres. C'est les émotions puis les titres. Et c'est pas les accessites et les comptes. Bah oui, voilà, mais bien sûr. Mais sauf qu'en règle générale, on oppose les deux. Et moi, voilà, mais vraiment, je pense être cohérent quand je dis l'Europa Toto League, c'est ce qui peut t'offrir le plus d'émotions, parce que crois-moi, si on fait des quarts, des demi, si on a des demi-finales contre Bâle et qu'il faut aller se qualifier, etc., que tu as une finale à jouer, que tu gagnes un trophée européen, le premier, etc., ça restera dans l'histoire. Même si la compétition elle s'arrête dans 3 ans, ça restera dans l'histoire. Et la Coupe de France, parce qu'on ne l'a pas gagnée depuis 1989, donc ça commence à faire un moment. Et c'est un autre titre et un très beau titre. Et ensuite, le championnat, parce que c'est important économiquement. Même si je suis sûr que Franck Macourt, lui, il listerait sans doute les priorités dans l'exact sens inverse. Et peut-être aussi les joueurs, j'en sais rien. En tout cas, c'est triste. Oui, c'est vrai. Mais on va pas finir sur une note triste quand même. Absolument pas. parce que bon, Ben, quand est-ce que tu m'envoies à Karabag? C'est vrai. Est-ce que tu vas me payer l'aller-retour 400 €? Non, c'est dangereux en plus. Là-bas, niveau Covid et tout. Non, t'inquiète. Yagavalio Poruski, un problème. C'est pas bon. Messieurs, on va s'arrêter là sur cette émission bilan. Voilà, pendant les fêtes. Vous avez certainement dû voir passer des quiz également sur cette chaîne, ou alors ça va passer. Attendez un petit peu quelques jours. On ne sait pas dans quelle ordre. Non, logiquement. Le meilleur quiz, c'est celui où Jean-Charles et Ben attends. Non mais ne dévoile rien, parce qu'il y a une chronologie dans tout ça. C'est vrai. Il y a une chronologie et voilà. Le Football Club de Marseille Universe. C'est ça. Le FCMU. En tout cas, on compte sur vous pour les 30 000 abonnés. Non, les 30 000. Ah. Les 60 000, les 60K. Hein. On est toujours là. Merci à tous. Merci. Bonne fête, bon boudin. Et à l'année prochaine. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. La Voix, merci beaucoup pour cette réalisation magnifique. Voilà. Qui on pourrait remercier également, hein? Tous ceux qui ont participé. La prod, on peut remercier. Genre du Cazoulé, tout ça. Ryan, quoi. Ouais. On remercie encore l'équipe Ryan, technique, Ryan, Nico, les ingé-sons, le stagiaire Julien. Tout à fait. Merci à tous, surtout. Parce que sans eux, sans les gens qui nous regardent, il n'y a rien en fait. C'est vrai. Donc c'est surtout merci à vous. Un grand merci à vous de nous suivre quotidiennement sur cette chaîne. Vous nous aidez à la faire grandir chaque jour. Merci à Bamba Dieng aussi. Merci à Bamba Dieng. Oui. de nous donner une raison de se battre. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao.